Bonjour à tous, la capsule d'aujourd'hui va parler de probabilité conditionnelle et d'indépendance. Alors, allons-y d'abord d'un exemple. Vous voyez ici le tableau qui donne la répartition des répondants selon leur langue maternelle et selon la nationalité de leur chaîne de télé préférée. Donc, on peut voir que, par exemple, il y a 146 francophones qui préfèrent la télé américaine. Il y a 71 anglophones qui préfèrent la télé américaine et 32 allophones qui préfèrent la télé américaine, etc. Alors, première question qu'on vous pose. Si on pige une personne au hasard, quelle est la probabilité qu'on pige une personne ayant opté pour une chaîne américaine, donc l'événement U, si on sait que cette personne est de langue maternelle française, c'est-à-dire l'événement F? Ben, cette probabilité-là est donnée ici. Tout d'abord, quand on écrit P de U avec une barre verticale F, la barre verticale veut dire sachant. Donc, c'est la probabilité de U sachant F. Donc, la probabilité que la personne opte pour une chaîne américaine, sachant qu'elle est de langue maternelle française, ben, comme on sait qu'elle est de langue maternelle française, à ce moment-là, ça nous limite à 835 répondants, donc 835 cas possibles. Et ceux qui ont choisi la chaîne américaine, ben, ils sont 146. Donc, la probabilité, elle est de 146 sur 835. Allons-y d'un exemple tout à fait semblable. On vous dit, quelle est la probabilité que cette personne choisisse la chaîne américaine si on sait que cette personne n'est ni de langue maternelle française, ni de langue maternelle anglaise, donc qu'elle est en fait allophone? Ben, si on sait que la personne est de langue maternelle allophone, ben déjà, ça limite notre nombre de cas possibles à 51. Et la probabilité qu'elle ait choisi la chaîne américaine, ben, il y en a 32. Alors, la probabilité qu'on cherche, donc P de U sachant B, ben, ce sera 32 sur 51. Et allons-y avec la dernière partie de l'exemple. On vous dit on vous demande quelle est la probabilité que cette personne soit de langue maternelle anglaise, sachant que cette personne a opté pour une chaîne américaine. Donc, on sait que la personne a opté pour une chaîne américaine, alors ça limite notre nombre de répondants possible à 249. Et parmi ces gens-là, ceux qui sont de langue maternelle anglaise, ben, il y en a 71. Alors, la probabilité qu'on cherche, ben, c'est et de A sachant U, ben, ce sera 71 sur 249. Toutes ces probabilités-là qu'on vient de calculer dans l'exemple, c'est ça qu'on appelle des probabilités conditionnelles. Donc, on ne s'intéresse pas ici à tous les répondants, on s'intéresse seulement à ceux qui satisfont une certaine condition, comme dans cet exemple-là que vous avez devant vous. On s'intéresse seulement à ceux qui ont choisi comme chaîne de télé préférée la chaîne de télé américaine. Alors, allons-y avec la définition mathématique d'une probabilité conditionnelle. Donc, on vous dit que P de A sachant B, ben, ce sera égal à la probabilité de l'intersection de A et B sur la probabilité de B. À condition, bien sûr, que la probabilité de B ne soit pas égale à 0, parce que vous savez qu'en mathématiques, c'est impossible de diviser par 0. Et même chose, si à la place, on vous avait demandé P de B sachant A, ben, ce serait encore une fois la probabilité de l'intersection sur P de A, si P de A, bien sûr, n'égale pas 0. Alors, retenez que ce qui est après le sachant, ben, c'est ce qu'on retrouve au dénominateur. Hein. P de A sachant B, ben, P de B est au dénominateur. P de B sachant A, ben, P de A est au dénominateur. Alors, allons-y d'un exemple qui est bien sûr dans vos notes de cours. On dit un jardinier procède à une expérience au cours de laquelle il donne à certains plants de tomates un nouvel engrais et dénombre les tomates de chaque plant. Il note les résultats suivants. Alors, vous avez les résultats dans le tableau qui est à l'écran. Et pour faire le problème, on va utiliser les événements suivants. On va noter par N, le plant a produit plus de 20 tomates, et par E, le plant a reçu de l'engrais. Alors, la première question qu'on vous pose, c'est qu'on dit, si on choisit un plant au hasard, trouvez la probabilité, question A, qu'il n'ait pas reçu d'engrais. Alors, je vous laisse y réfléchir, c'est le moment de faire pause si vous voulez faire le calcul vous-même. Alors, la solution est la suivante. On cherche en fait
P de E'. Donc, la probabilité qu'un plan n'ait pas reçu d'engrais, ben, si on regarde dans le tableau, les plans qui n'ont pas reçu d'engrais, ben, il y en a 47 sur un total de 116. Alors ici, on ne parle pas de probabilité conditionnelle comme telle, mais d'une probabilité tout à fait standard. Question B. Il est plus de 20 tomates et qu'il n'ait pas reçu d'engrais. Alors, je fais encore pause et je vous laisse y réfléchir. Alors, qu'il ait plus de 20 tomates et qu'il n'ait pas reçu d'engrais, ben, ça correspond à la probabilité de N intersection E'. Donc, les plants qui ont reçu, qui ont donné plus de 20 tomates et qui n'ont pas reçu d'engrais, ben, ils sont ici dans le tableau. Donc, il y en a 17 sur un grand total de 116. Encore une fois, on ne parle pas ici de probabilité conditionnelle. C'est une simple probabilité d'intersection. Question suivante, toujours à partir du même tableau. Si on choisit un plan au hasard, trouvez la probabilité qu'il ait plus de 20 tomates s'il n'a pas reçu d'engrais. Alors là, à cause de la présence du « s'il n'a pas reçu d'engrais », là, on a une probabilité conditionnelle. On vous met une condition. Il faut que le plan n'ait pas reçu d'engrais. Alors, je vous laisse le temps de faire pause et d'y penser encore une fois. La solution est la suivante. On obtient donc la probabilité de N sachant E', donc qu'il ait plus de 20 tomates, sachant qu'il n'a pas reçu d'engrais. Alors ça correspond à la probabilité de N intersection E' sur P de E'. Et ça nous donne un total de 17 sur 116 divisé par 47 sur 116, donc un total de 17 sur 47. Et finalement, la dernière question. Il a eu de l'engrais s'il a plus de 20 tomates. Alors, encore une fois, à cause de la présence du s'il a plus de 20 tomates, ben, on a affaire à une probabilité conditionnelle. Je vous laisse faire pause et y réfléchir. La solution est la suivante. P de E sachant N, donc qu'il ait eu de l'engrais sachant qu'il a donné plus de 20 tomates, ben, c'est P de E intersection N sur P de N. Donc, un grand total de 48 sur 65. Alors, les deux dernières probabilités sont des bons exemples de probabilité conditionnelle. Allons-y d'un autre exemple. On vous dit on lance un dé bien équilibré à 2 reprises. Quelle est la probabilité que le premier lancé montre un 5 si on sait que la somme des deux résultats est 8? Et on va définir nos événements de la façon suivante. A, ça voudra dire que le premier lancé montre un 5. B, que la somme des deux résultats est 8. Alors, je vous laisse encore une fois du temps pour le faire. Vous avez juste à faire pause et vous pouvez travailler le problème de vous-même. La solution est la suivante. Vous voyez à l'écran, on a énuméré les couples où le premier dé montre un 5. Et on a également énuméré les couples où la somme des deux résultats est 8. Alors, comme on cherche la probabilité de A sachant B, ben à ce moment-là, on doit chercher s'il y a des couples qui font partie de l'intersection. Et on peut constater qu'effectivement, il y a un couple qui fait partie de l'intersection, c'est le couple 5-3. Alors, quand on cherche P de A sachant B, ben, ce sera P de A intersection B sur P de B. Donc, il y a un couple parmi les 36 possibles qui fait partie de l'intersection, sur un grand total de 5 couples sur 36, donc une probabilité totale de 5 couples sur 36, ce qui donne une probabilité de 1/5. Alors, allons-y avec la deuxième partie de l'exemple. Quelle est la probabilité qu'au moins un des deux lancés montre un 5 si on sait que la somme des deux résultats est 8? Alors, on va définir l'événement C comme étant au moins un des deux lancés montre un 5. Et je vous laisse quelques secondes pour l'essayer en appuyant sur pause. Alors, j'ai énuméré ici l'ensemble des couples qui donnent un total de 8. L'ensemble des couples où au moins un des deux lancés montre un 5. Et on peut voir que parmi ces couples-là, ben, il y en a deux où le total est de 8. Il y a le couple 3-5 et il y a le couple 5-3. Alors, dans l'intersection entre C et B, ben, on retrouve les deux couples 3-5 et 5-3. Alors, comme on cherche la probabilité de C
sachant B, ben, P de C intersection B, ben, c'est 2 sur 36. P de B, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 5 sur 36. Donc, ça donne un résultat total de 2 sur 5. L'étude des probabilités conditionnelles nous amène à nous intéresser aux événements successifs, donc des événements qui ont lieu un à la suite de l'autre. Alors, le théorème des événements successifs s'énonce ainsi. On dit soit deux événements successifs A1 et A2, tel que A2 a lieu suite à A1. Alors, la probabilité de A1 intersection A2 sera égale à P de A1 fois P de A2 sachant A1. Et d'où vient ce résultat? Ben, ça vient tout simplement de la définition d'une probabilité conditionnelle. Hein? La définition qu'on a vue tout à l'heure, si on définit P de A2 sachant A1, ben, ça veut dire que ça va être égal à P de A1 inter A2 sur P de A1. Ben, si on isole P de A1 intersection A2, ben, on va voir qu'on l'obtient en faisant P de A1 fois P de A2 sachant A1. Donc, le théorème des événements successifs est comme un corollaire, si on veut, de la définition des probabilités conditionnelles. Alors, allons-y d'un exemple qui illustre la situation. On vous dit dans un paquet de 52 cartes, on tire successivement et sans remise 2 cartes. Quelle est la probabilité de piger 2 as? Bien, on va d'abord définir nos événements. On va dire que A1, c'est la première carte pigée est un as, alors que A2, c'est la seconde carte pigée est un as. Vous pouvez faire pause pour tenter de le résoudre vous-même. La solution est la suivante. On cherche P de A1 et A2, donc on veut un as au premier et un as au deuxième tirage. Alors, pour trouver ça, ben, on va faire P de A1 fois P de A2 sachant A1. P de A1, ben, c'est donné par 4 chances sur 52, donc la probabilité qu'on ait un as au premier tirage. Et la probabilité qu'on ait un as au deuxième tirage, sachant qu'on en a eu un au premier, ben, elle est de 3 sur 51, ce qui nous donne 12 sur 2652, ou si vous préférez, une chance sur 221. On a vu une situation où est-ce qu'on avait deux événements successifs, en fait, mais le théorème qu'on a vu peut se généraliser si on en a plusieurs. Donc, si on a plusieurs événements successifs, comme A1, A2 jusqu'à AN, ben à ce moment-là, ce sera égal à P de A1 fois P de A2 sachant A1 fois P de A3 sachant A1 et A2 jusqu'à AN sachant A1, A2 et AN-1. On va voir un exemple qui illustre tout ça. L'exemple est suivant. On vous dit dans un lot de 15 montres, 5 ont une pile défectueuse. On pige successivement et sans remise 3 montres. Alors la question est la suivante. Quelle est la probabilité de choisir 3 montres ayant une pile défectueuse? Je vous invite à faire pause et à répondre à la question. On a défini nos événements de la façon suivante. On a dit MI, ben, ça correspond à la IM montre pigée et défectueuse. Et ce qu'on cherche, c'est la probabilité d'avoir une montre défectueuse au premier tirage, et au deuxième tirage, et au troisième tirage. Et avec le théorème des événements successifs, ben, ça nous donne P de M1 fois P de M2 sachant M1 fois P de M3 sachant M1 et M2. Et le résultat est suivant. Comme il y a 5 montres qui ont une pile défectueuse parmi les 15, ben, P de M1, c'est donné par 5 quinzièmes. La probabilité que la deuxième montre soit défectueuse, sachant que la première l'était, ben, c'est 4 sur 14. Et la probabilité que la troisième montre ait une pile défectueuse, sachant que les deux premières en avaient, ben, c'est 3 sur 13. Alors, ça donne un résultat final de 2 chances sur 91. Question suivante. Quelle est la probabilité de choisir au moins une montre ayant une pile défectueuse? Toujours dans le contexte où on en pige 3, là. Alors, pensez-y, parce qu'il y a moyen de faire ce problème-là très rapidement. Je vous invite encore une fois à faire pause et de l'essayer par vous-même. Alors, la petite astuce était la suivante. La probabilité d'avoir au moins une montre
défectueuses, avec une pile défectueuse, en fait, je devrais dire, c'est égal à 1 moins la probabilité d'avoir aucune montre avec une pile défectueuse. Alors ça, c'est la première propriété des probabilités qu'on a vue, qui disait que P de A', c'était 1 moins P de A, là. Donc, avoir au moins une montre défectueuse, ben, le contraire de ça, c'est d'en avoir aucune. Et ça veut dire à ce moment-là que on va faire 1 moins P de M1 intersection M2' intersection M3'. Et ça, ben, ce sont des événements successifs. Alors, on va faire 1 moins la probabilité d'avoir une montre défectueuse au premier tirage, par la probabilité d'avoir une montre défectueuse au deuxième, sachant qu'on en a une au premier, par la probabilité d'avoir une montre défectueuse au troisième, sachant qu'on en a eu dans les deux premiers. Et ça nous donne donc 1 moins 10 sur 15 pour le premier tirage, 9 sur 14 pour le suivant et 8 sur 13 pour le dernier, ce qui fait une probabilité totale de 67 sur 91. Allons-y avec le dernier concept de cette capsule qui parle d'événements indépendants. La définition d'événements indépendants est la suivante. On dit de deux événements qui sont indépendants s'ils ne s'influencent pas mutuellement. Donc, si A et B sont indépendants, ben, la probabilité de A sachant B ben, elle sera égale à P de A. Et la probabilité de B sachant A, elle sera égale à P de B. La façon qu'on va utiliser pour montrer mathématiquement l'indépendance de deux événements est la suivante. Donc, on vous dit de ce fait, on dit que deux événements aléatoires A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A intersection B est égale à P de A fois P de B. Alors, je vous invite fortement à utiliser cette partie-là ici quand on vous demande de montrer dans un problème que deux événements sont indépendants. Et on va voir des exemples de ça maintenant. L'exemple est le suivant. Donc, considérons l'expérience aléatoire consistant à lancer 2 dés bien équilibrés et considérez les événements suivants. Donc, l'événement A, c'est que la somme des dés donne 5. L'événement B, la somme des dés donne 7. Et l'événement C, le premier dé donne 3. La question est la suivante. Dire si les événements A et C sont indépendants. Ben, pour faire ça, définissons d'abord, énumérons en fait les couples qui font partie de nos deux événements. Vous avez les 4 couples qui font partie de l'événement A, donc où la somme des dés donne 4. Et vous avez l'énumération des couples qui font partie de l'ensemble C, donc où le premier dé donne un 3. Alors, la question qu'on vous demande, c'est est-ce que A et C sont indépendants? Donc, on vous pose la question suivante. Est-ce que P de A intersection C est égal à P de A fois P de C? C'est ça la question à laquelle on doit répondre. Ben, si on regarde dans l'intersection de A et C, ben, on a un seul couple qui fait partie de ça, donc la probabilité d'être dans A intersection C, elle est de 1 sur 36. Par contre, P de A, ben là, on a 4 sur 36, et P de C, on a 6 sur 36, oui. Alors, ça veut dire que le 1/36e, ben, pour que ce soit indépendant, il faudrait que ce soit égal à 1/9 fois 1/6e. Et ce n'est pas le cas. 1/9 fois 1/6e, ça donne 1/54e. Alors, A et C ne sont pas indépendants. Maintenant, on vous demande de faire la même chose, mais avec les événements B et C. Donc, est-ce que les événements B et C sont indépendants? Je vous invite à appuyer sur pause et à l'essayer par vous-même. Voici l'énumération des éléments qui font partie de B et de C. Alors, on peut constater que dans l'intersection de B et C, il y a seulement qu'un couple, c'est le couple 3-4 qui fait partie des deux ensembles. Alors, on va vérifier est-ce que P de B intersection C est vraiment égal à P de B fois P de C. Ben, P de B intersection C, c'est 1/36e. Mais P de B, c'est 1/6e, P de C, c'est 1/6e. Donc, le total est c'est bien égal. 1/36e, c'est vraiment égal à 1/6e fois 1/6e. Donc, on peut conclure que B et C sont indépendants. Un peu étrange ce problème-là, parce que quand on regardait avec la somme des D et 5, on avait vu que A et C n'étaient pas indépendants.
Par contre, quand la somme des dés est rendue 7, là, B et C sont indépendants. Alors, la question suivante est expliquer intuitivement ces résultats. Pourquoi, dans un cas, ce n'était pas indépendant et dans l'autre cas, ça l'est? Je vous laisse encore quelques secondes pour y réfléchir. Appuyez sur pause. La solution est la suivante. Dans l'exemple B, peu importe les résultats du premier lancé, on a toujours une chance sur 6 d'avoir un total de 7. Par contre, dans l'exemple A, si on a un 5 ou un 6 au premier lancé, c'est impossible d'avoir un total de 5. Donc, c'est pour ça qu'il y a dépendance dans un cas et indépendance dans l'autre. Dans un des cas, peu importe le résultat du premier lancé, on a quand même une chance sur 6 au deuxième d'avoir un total de 7, alors que c'est vraiment pas le cas dans l'autre situation. Allons-y avec le dernier exemple de cette capsule où on va parler de circuit électrique. On vous dit on a un système électrique constitué de 4 composantes et le fonctionnement de chacune de ces composantes est indépendant des autres. Ça, c'est important pour le reste du problème. La probabilité que la composante ne fonctionne pas est indiquée sur la composante. Donc, vous voyez, comme la composante ici, ben, il y a seulement 2% de chance qu'elle ne fonctionne pas, alors que celle-là ici a 10% de chance qu'elle ne fonctionne pas. La question est la suivante. Déterminez la probabilité que le courant passe de A vers B. Je vous laisse encore une fois du temps pour y réfléchir en faisant pause. Voici la solution. J'ai défini mes événements de la façon suivante. J'ai dit C, c'est que le courant passe par la partie supérieure du circuit, alors que D, le courant passe par la partie inférieure du circuit. Et on cherche la probabilité de C union D. Donc, ça passe par un ou par l'autre, que le courant puisse passer de A vers B. Il faut que ça passe soit par le haut, soit par le bas. Donc, P de C union D, bien, on a vu dans nos propriétés des probabilités que c'était égal à P de C plus P de D moins P de C intersection D. Comment on va trouver ces probabilités-là? N'oubliez pas que toutes les composantes sont indépendantes. Alors, pour trouver P de C, ben, on a juste à faire 0,98 fois 0,93. C'est les probabilités que ça passe par les deux composantes du haut. Même chose pour P de D. Pour P de D, on a juste à faire 0,90 fois 0,96. Ça, c'est la probabilité que ça passe par les composantes du bas. Et pour faire P de C intersection D, ben comme les composantes sont indépendantes, ben on a juste à faire P de C fois P de D. Et ça va nous donner le résultat. Donc, le résultat final est de 0,98795. Alors, suite à ce que vous avez vu dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, vous pourrez compléter les exercices de la section 1.4.5.